Bonjour, bonsoir à tous. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu le résultat de ce projet de recherche-là, qui s'appelle donc Atlas interactif de la vulnérabilité à la population. C'est un travail d'équipe. Moi, je suis une des chercheurs qui a contribué à cette recherche-là, mais la chercheuse principale, c'est vraiment Nathalie Barret. Et l'équipe est assez importante. Et les noms que vous voyez en jaune, ce sont des noms d'étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ce projet au cours des 2 dernières années. En fait, le projet s'est terminé en septembre 2018. Donc, un plan rapide. Donc, je vais vous présenter le contexte de l'étude. Quelques mots sur l'enquête qu'on a fait auprès des aménagistes. Comment on a développé nos indicateurs de la vulnérabilité de la population, la diffusion des résultats, puis le potentiel le potentiel de l'Atlas. Première chose à noter concernant le contexte de l'étude, c'est que vous savez tous, les changements climatiques ont de nombreuses conséquences. Une des conséquences fort probables, c'est l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des aléas climatiques, par exemple des vagues de chaleur ou des événements de précipitation intenses. Donc, ces événements-là vont de toute évidence augmenter en termes d'intensité et de fréquence. Et les événements des dernières années vont dans ce sens. Donc, on se souvient de la vague de chaleur de 2010 qui a fait, selon l'Institut national de la santé publique, plus de 300 décès au Québec. L'été passé, au début juillet, il y avait déjà 60 décès attribués à la chaleur. On se souvient aussi des inondations de 2017 où plus de 5000 résidents ont dû être évacués. Donc, ces événements-là risquent de revenir. Et d'ailleurs, Santé Canada prévoit que d'ici 2080, on va avoir 3 fois plus de journées avec un maximum de 30 degrés ou plus dans la plupart des villes canadiennes. Donc, ce qui est clair aussi, c'est que ça représente une menace importante sur la santé et la sécurité des populations, mais c'est clair aussi que la vulnérabilité n'est pas également répartie sur l'ensemble du territoire. On peut faire l'hypothèse qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables que d'autres, plus sensibles que d'autres face à ces aléas climatiques. Et l'autre élément, c'est que les municipalités au Québec ne sont pas outillées pour estimer, mesurer cette vulnérabilité. Bien sûr, il y a les grandes villes comme Montréal, Québec, Châteauguay qui ont accès aux données, qui ont des outils pour traiter ces données-là, mais ce n'est pas le cas de la plupart des petites et moyennes municipalités au Québec. Donc, c'est un projet qui a été réalisé au départ à la demande de l'NSPQ, et l'objectif, c'était vraiment de fournir une carte, une représentation de la distribution géographique de la vulnérabilité de la population québécoise face à ces aléas, et c'était donc d'outiller l'ensemble des municipalités au Québec, donc l'ensemble des intervenants dans ces municipalités-là. Il y avait un objectif de sensibilisation, on voulait s'assurer que la question des aléas climatiques serait intégrée dans la réflexion de ces aménagistes-là, que ce serait aussi intégré dans la planification de leur territoire, du développement de leur territoire, et que ça permettrait éventuellement de prévenir des dégâts, de prévenir des impacts sanitaires justement auprès de populations plus vulnérables. Donc l'idée de connaître la répartition de ces populations-là peut aider les municipalités à prévenir certains impacts plus négatifs. Pour être sûr de bien répondre aux besoins des municipalités, on a procédé à une vaste enquête, en fait en 3 étapes. La première étape, on effectue un sondage en ligne auprès de 440 personnes, donc en fait c'est des intervenants dans les municipalités, aménagés, directeurs généraux, etc. On a complété ce sondage en ligne par des entretiens semi-dirigés auprès d'un échantillon plus restreint de 46 représentants d'organisations municipales, et qui ont été choisis selon un plan d'échantillonnage bien précis. On voulait s'assurer d'avoir à la fois des représentants de municipalités rurales et de municipalités urbaines. Et enfin, on a complété ça avec un groupe de discussion de 8 personnes qui venaient des municipalités identifiées donc, sur la carte ici, et pour valider vraiment les résultats obtenus après le sondage en ligne et après les entretiens semi-dirigés. Ce qu'on voulait savoir, c'est premièrement le niveau d'expertise de ces personnes-là en termes de manipulation des outils cartographiques et de systèmes d'information géographique. L'idée, c'était de faire un atlas interactif, donc avec un système qui reproduit un peu les principes des systèmes d'information géographique. On voulait voir aussi jusqu'à quel point les municipalités étaient touchées par les différents aléas climatiques qu'on voulait aborder. Au début du projet, on voulait aborder la question des vagues de chaleur,
des inondations, plutôt des aléas hydrométéorologiques intenses, et de l'érosion côtière. En cours de projet, on a laissé faire l'aléa érosion côtière, donc les municipalités qui étaient plus touchées par ce phénomène-là, parce que c'est vraiment un problème très spécifique, et on s'est rendu compte aussi en cours de projet qu'il y avait une équipe de chercheurs à Rimouski qui travaillait sur ces questions-là, donc on ne voulait pas dédoubler le travail qui était fait. Donc, on voulait voir les liens des municipalités avec ces aléas climatiques. Quelles informations ces municipalités avaient-elles besoin, donc quelle couche de données et à quelle échelle géographique ils souhaitaient avoir de l'information, quels étaient leurs besoins technologiques plus spécifiques, sur quel genre de plateforme voulaient-elles avoir l'information, est-ce qu'on parlait d'une technologie mobile ou non, etc. Et pour quelles utilisations aussi. Donc, les trois, le sondage en ligne, les entrevues semi-dirigées et le groupe de discussion ont servi à vraiment valider ces besoins-là, à avoir vraiment une bonne idée de ce dont les municipalités ont besoin et comment on pouvait répondre aussi plus précisément à ces besoins-là. Il y a deux constats qui ont émergé de cette consultation. Les représentants municipaux nous ont dit qu'ils voulaient avoir accès à toute l'information sur un même site, un même endroit finalement, parce que les aménagistes utilisent déjà un outil qui s'appelle Territoire, qui est disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et nous, au départ, on pensait faire un outil à part de cet outil Territoire-là. Puis clairement, en discutant avec les intervenants, on se rendait compte qu'eux, ils voulaient vraiment avoir toute l'information au même endroit, de ne pas devoir avoir accès à plusieurs outils dépendamment de leurs besoins. Parallèlement à ça, on a ressenti aussi le besoin de développer une version pour l'ensemble de la population, puisque la version qui serait éventuellement déposée sur l'outil territoire n'est accessible qu'aux aménagistes, qu'aux personnes qui travaillent dans la municipalité. Et on se disait, et avec l'INSPQ aussi, on s'est entendu là-dessus, que la population avait tout à fait le droit d'avoir ces informations-là, parce que l'idée, au final, c'est de sensibiliser les personnes à ces impacts des changements climatiques. Donc, on a ressenti le besoin de développer une version grand public, et on verra tout à l'heure le résultat. Bon, la vulnérabilité, c'est bien beau. Qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, vous avez la définition ici qu'on a reprise du GIEC. Donc, c'est une condition qui résulte de plusieurs facteurs physiques, économiques, sociaux ou environnementaux, et qui va prédisposer les éléments exposés à la manifestation d'un aléa à en subir certains préjudices ou certains dommages. La vulnérabilité, on peut la définir en trois grandes composantes. La première, c'est l'exposition à un aléa. Je vais revenir dans quelques minutes. La vulnérabilité est faite aussi de sensibilité. Il faut considérer la sensibilité de la population, puis il faut aussi considérer la capacité. La capacité, elle peut être définie en deux grands aspects, la capacité à faire face et la capacité à s'adapter. La capacité à faire face, c'est vraiment, on verra dans la définition, mais c'est vraiment des ressources disponibles. Donc, c'est les ressources disponibles pour la population pour qu'elle puisse survivre en temps réel, finalement, lorsqu'un aléa se produit. Alors, quelles sont les ressources disponibles, etc. La capacité à s'adapter, ça fait référence à un processus, justement, d'adaptation, mais un processus à plus long terme, qui décrit un peu comment les institutions, les organisations, les personnes vont utiliser certains outils pour améliorer leur adaptation, est-ce qu'ils vont améliorer leur plan d'urgence, etc. La capacité à s'adapter, ça faisait référence à une fenêtre temporelle plus longue, et nous, dans le cadre du projet, on n'avait pas les données pour être capable de mesurer quantitativement cette capacité à s'adapter, surtout que nous, on voulait créer un atlas pour l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, on s'est vraiment concentré sur la sensibilité et sur la capacité à faire face comme les deux composantes principales de la vulnérabilité. Alors, évidemment, chacun de ces concepts-là se définit par un grand nombre de variables possibles, et donc, je vais le présenter dans quelques minutes. Je reviens à l'exposition à l'aléa. C'est très difficile, on a trouvé ça très difficile de mesurer cette exposition-là parce qu'on n'avait pas beaucoup d'indicateurs, justement, de la présence ou non de vagues de chaleur. Il y a plusieurs façons de définir une vague de chaleur. Alors, c'est soit le nombre de jours en haut de 30 degrés pour certaines municipalités, pour d'autres, c'est autre chose. Donc, ça varie beaucoup. Même chose pour les zones inondables, pour les zones qui étaient plus sensibles aux inondations et donc aux aléas hydrométéorologiques.
la carte des zones inondables au Québec date avant 1980. Les procédés ne sont pas uniformes, donc une zone inondable dans une MRC pour un même cours d'eau devient non inondable dès qu'on traverse la limite administrative. Donc, pour se dédouaner un peu de ces indicateurs non précis, on a décidé de s'intéresser vraiment à l'élément essentiel, c'est-à-dire la population. Et donc, pour nous, l'exposition à ces aléas-là, c'est tout simplement le territoire qui est habité par la population résidente, donc c'est l'écoumène, tout simplement. Donc, on a vraiment concentré notre représentation cartographique sur les zones habitées, plutôt que de peinturer, entre guillemets, les zones d'un indicateur, mais les zones d'un habité, on trouvait plus intéressant de travailler justement avec les écoumènes, donc l'écoumène avec la partie habitée seulement. Bon, donc, la sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la condition interne d'un élément. Ça peut être la population, ça peut être des infrastructures, ça peut être des ressources, qui vont le rendre justement particulièrement vulnérable à un aléa. Et la capacité à, la capacité à faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'ensemble de toutes les forces, de toutes les ressources disponibles au sein d'une collectivité et qui vont aider à réduire les risques ou les conséquences qui vont découler de la manifestation d'un aléa. Alors, sur la base de ces définitions, hein, je vous l'ai dit, les deux éléments sont fonction d'un grand nombre de variables. Alors, bien sûr, on effectue une revue littérature extrêmement exhaustive pour essayer d'identifier toutes les variables qui pouvaient nous aider à mesurer la sensibilité. Et la sensibilité, on l'a mesurée sur le plan socio-économique avec des variables démographiques, éducation, liées à la composition et à la caractérisation des ménages, aux revenus, aux activités économiques, puis aussi à la sensibilité géographique, donc qui concerne l'environnement bâti. Alors, ces variables-là, donc les variables peuvent varier en fonction de si on travaille avec pour les vagues de chaleur ou bien pour les événements hydrométéorologiques, mais dans l'ensemble, pour la sensibilité socio-économique, c'était les mêmes variables. Pour la partie capacité à faire face, étant donné qu'on a parlé des ressources disponibles, bien, on s'est limité à des mesures d'accessibilité à différents services de santé, hôpitaux, pharmacies, établissements scolaires, piscines publiques dans le cas bien sûr des vagues de chaleur, établissements scolaires dans le cas des événements hydrométéorologiques parce que les établissements scolaires peuvent servir de lieu de refuge. Ce n'est pas un indicateur parfait parce qu'on aurait voulu intégrer plus de variables pour mesurer la capacité à faire face, mais ce sont les variables dont on disposait à l'échelle du Québec et qui étaient facilement calculables aussi dans un système d'information géographique, donc peu importe le lieu de résidence. Pour les méthodes de calcul, donc il y avait un grand nombre de possibilités. On a choisi de travailler avec ce qu'on appelle une ACP, une analyse en composante principale, une analyse factorielle tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une analyse qui permet de tirer parti de la redondance qu'on pouvait avoir entre plusieurs variables, donc par exemple le pourcentage de famille monoparentale ou le niveau de revenu, et donc il peut synthétiser ces variables-là en retirant le maximum de variance possible et en limitant le plus possible la redondance. Donc on s'est efforcé d'avoir des indicateurs les plus représentatifs possibles de nos indicateurs. Vous avez ici un portrait, une façon de travailler. Donc l'ensemble des variables sont ici par exemple, et l'analyse en composantes principales va synthétiser ces variables-là en 3 ou 4 composantes dans ce cas-ci. Et chacune de ces composantes-là va représenter un pourcentage de la variance totale de l'ensemble de ces variables-là. Et donc, on a fait une ACP pour la sensibilité, une ACP pour la vulnérabilité, et par exemple, pour créer l'indicateur de sensibilité, on a tout simplement agrégé de façon quantitative les 4 composantes en les multipliant par le pourcentage de variance qui s'est représenté pour avoir un indicateur final qui représentait vraiment ces composantes-là. Donc, on a procédé de la même façon pour la capacité à faire face. Donc, on s'est retrouvé avec deux indicateurs, un indicateur de sensibilité puis un indicateur de capacité à faire face. L'idée étant de mesurer la vulnérabilité avec ces deux indicateurs-là. On a donc produit deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture
ça correspond à ce qu'on appelle, nous, notre vulnérabilité brute. Et pour le mesurer, on a tout simplement pris notre indicateur de sensibilité et on a soustrait la capacité à faire face. L'idée, c'était vraiment d'arriver à distinguer les personnes, les groupes, par exemple, très sensibles, donc, par exemple, beaucoup de familles monoparentales, faibles revenus, beaucoup de locataires, etc., des ressources disponibles. Donc, cet indice-là permet de distinguer, par exemple, des groupes très sensibles, mais qui auraient des ressources disponibles à proximité, donc accès aux hôpitaux, écoles, etc., versus des groupes très sensibles, mais qui seraient très éloignés des ressources. Donc, on a produit une carte, ce qu'on appelle de vulnérabilité brute, en 6 niveaux de vulnérabilité qui varient de très faible vulnérabilité à très forte vulnérabilité. Donc, très forte vulnérabilité, dans ce cas-ci, ça veut vraiment dire des groupes très sensibles et avec très peu de capacité à faire face, donc très éloignés, avec très peu d'accessibilité finalement aux différentes ressources disponibles. Ça, c'est un des indices, mais on trouvait que, en fait, un des problèmes de cette façon de calculer-là, c'est que ça donne exactement le même poids, la sensibilité et la capacité à faire face. On a longuement réfléchi sur est-ce que c'est juste que la sensibilité et la capacité à faire face aient exactement le même poids dans ce genre de calcul. Alors, on n'a pas réussi à trouver une réponse valable, justifiée. C'est surtout ça de dire, bon, pourquoi on donnerait 2 fois plus de poids à la sensibilité qu'à la capacité à faire face. Donc, on a décidé de créer un autre niveau de lecture qui est un indice de vulnérabilité relative. Et on s'est inspiré de ce que Robert Campanot a fait avec l'indice de défavorisation sociale et matérielle que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on a combiné dans une cartographie bivariée à la fois une échelle de très faible de sensibilité qui varie en 5 parties, donc de très faible à très fort, et la capacité à faire face mesurée en tercile, donc 3 grandes zones, et ça nous permettait de mieux comprendre justement pourquoi une zone pouvait être très vulnérable ou très peu vulnérable, mais en tenant compte de ces deux définitions, finalement, ces deux parties de la vulnérabilité. De sorte que, par exemple, vous voyez la résidence que vous voyez ici, elle serait située ici, donc dans une zone où la sensibilité est très forte, mais en même temps où la capacité à faire face est très forte. Alors que si on avait gardé uniquement la carte de vulnérabilité brute, la zone de vulnérabilité, l'indice de vulnérabilité aurait été très fort. Alors qu'ici, une fois qu'on considère que la capacité à faire face est élevée, la vulnérabilité tombe à un niveau plus moyen. Donc c'est une façon de bien tenir compte des deux aspects de la vulnérabilité, la sensibilité et la capacité à faire face. Au niveau de la diffusion des résultats, effectivement, on a diffusé les couches d'information sur l'application territoire du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ça s'est fait au courant de l'automne. Et donc, en faisant ça, on répond aux besoins des municipalités qui voulaient avoir toute l'information au même endroit. Donc, notre couche est ajoutée à leurs multiples couches de travail. Et on a aussi diffusé la classe sur une plateforme grand public, donc pour être disponible à l'ensemble de la population, puis à l'ensemble aussi des organisations communautaires, des organismes sans but lucratif, des organisations de bassin versant, etc. Et le site s'appelle atlasdevulnérabilité.ca et c'est accessible partout. Ce sont des applications qui ont été montées sur ArcGIS Online et qui sont disponibles gratuitement parce que le site est hébergé chez l'Université Laval qui a une entente avec Esprit Canada. Et donc, c'est une plateforme qui permet donc de choisir les frontières, mais c'est pas ça le plus important, de faire apparaître beaucoup de variables climatiques éventuellement. Donc, on avait quand même accès à beaucoup de couches qui permettent finalement de mieux comprendre les aléas finalement hydrométéorologiques. Donc, par exemple, ici, on a le maximum des précipitations cumulées sur 5 jours consécutifs entre 1981 et 2010. Donc, il y a une grande variété de couches comme ça qui sont disponibles. On peut zoomer sur une sous-région. Par exemple, ici, c'est une sous-région de Montréal qui a subi des inondations majeures en mai 2017. Et par la suite, on peut aller voir justement l'indice de vulnérabilité brute pour ce secteur-là. Et donc, voir par exemple que certains
certaines zones vont avoir une très forte vulnérabilité, mais on peut aussi faire apparaître l'indice de vulnérabilité relative qui, dans ce cas-là, dans le cas de cette aire de diffusion-là, parce que c'était cartographié à l'échelle des aires de diffusion, ben, nous permet de nuancer en disant que finalement la vulnérabilité est moyenne, alors que la carte de vulnérabilité brute nous indiquait une très forte vulnérabilité. Donc ça permet vraiment de nuancer un peu les résultats. On peut sélectionner des entités géographiques et faire apparaître ce qu'on appelle dans les systèmes d'information géographique une table attributaire, donc le tableau de données qui nous permet vraiment de voir ici toutes les variables qui ont permis de construire ces indices-là, de voir effectivement la variation des valeurs de la variable, puisque c'est comme ça que les indicateurs ont été construits. Donc, dans le cas de ces deux zones, ça permet de bien comprendre d'où vient la différence en termes de vulnérabilité, parce qu'il y a une zone qui est jugée très peu vulnérable et la zone voisine ici très vulnérable. Mais vous voyez ici avec les statistiques, les populations sont très très différentes, donc la sensibilité est très différente. On a dans la zone ici très vulnérable, on a beaucoup de populations d'âge sensible, beaucoup de personnes qui vivent seules, beaucoup de locataires, alors que dans la zone voisine ici, c'est beaucoup moins le cas, les populations sont très, très différentes. On peut afficher des services de santé, donc à proximité de ces secteurs-là. On peut aussi afficher d'autres couches, soit en provenance d'Esri ou à partir d'un autre lien, ou encore des fichiers personnels qu'on pourrait tout simplement ajouter à cette couche-là. C'est vraiment un outil interactif assez intéressant. Donc, le potentiel, c'est bien sûr d'identifier les populations les plus vulnérables sur l'ensemble du Québec, de regarder aussi les moins vulnérables, avec nos deux indices, donc de vulnérabilité brute et de vulnérabilité relative. Donc, on est capable de le faire à cette échelle-là. Sur le plan municipal et communautaire, bien sûr, ça aide, ça peut aider les municipalités, les aménagistes à mieux planifier et éventuellement à prévenir certains impacts sanitaires, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi utile pour, par exemple, prioriser le choix des quartiers pour le porte-à-porte. Alors, la Ville de Montréal est en train de préparer une campagne de sensibilisation aux vagues de chaleur et va se servir de notre cartographie pour identifier les zones prioritaires pour justement aller prioriser finalement les quartiers en question. Certaines municipalités aussi peuvent utiliser la cartographie dans un processus de reconnaissance auprès d'une organisation internationale. C'est le cas, par exemple, d'Anticosti qui a utilisé notre cartographie pour monter leur dossier de membre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, j'ai perdu les détails, mais ils ont trouvé notre cartographie très utile pour justifier leur demande. Donc, bien sûr, on pense que l'Atlas permet de mieux connaître à la fois l'environnement humain, l'environnement bâti, pour une plus grande résilience citoyenne. Les suites, je peux arrêter là, mais on va essayer d'améliorer l'Atlas pour l'utiliser à d'autres fins. Notamment, on vient d'avoir une subvention de Santé Canada pour être capable de mesurer aussi les impacts négatifs de ces aléas, de ces éléments climatiques extrêmes sur la santé mentale et le bien-être. Donc, l'objectif, ce serait d'ajouter une ou deux, plusieurs couches qui permettraient de tenir compte aussi de la question de la santé mentale et éventuellement de la fragilité de la population face à ces éléments. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, c'était financé par le Fonds vert et Merci à tous d'être là. J'ai une invitation ici, donc je vais vous présenter, est-ce que je parle assez fort pour mon enfant? Je vais vous présenter aujourd'hui un projet qu'on a à la direction de l'expertise BRIC qui a débuté suite aux inondations 2017 qui a débuté en avril dernier, qui va s'échelonner sur une période de 5 ans, qui s'appelle Infocru. À long terme, ce projet-là vise à rendre le Québec la population plus résiliente face aux inondations. Donc, sur le spectre des actions pour améliorer notre résilience face au changement climatique, on est plus au niveau de l'amélioration de la connaissance de la inondation. Donc, qu'est-ce qui est Infocru? Ça vise principalement deux objectifs. Donc, le premier, c'est de délimiter l'ensemble des zones inondables sur une grande partie du territoire habité en tenant compte des changements climatiques. Puis, en deuxième objectif, c'est de mettre sur pied
un système de prévision en temps réel qui va fournir aux autorités non seulement les débits dans les prochains jours, mais aussi des superficies inondées et des niveaux d'eau pour les jours à venir. Puis tout ça, ben, on essaie le plus possible de le rendre accessible à la population, parce que c'est un peu ça qui est ressorti des inondations de 2017, c'est que l'information était difficilement accessible, et qu'elle est partie un peu aussi à travers les instances gouvernementales. Donc, on vise principalement la diffusion sur le site Vigilance du MSP, qui est déjà un site sur lequel on diffuse nos données à nous. Puis aussi le site Géo-Inondation, qui est en charge par le ministère des Ressources naturelles, pour lequel on prépare la diffusion. Avant de continuer en détail dans le projet InfoFlux, je vais passer sur les expertises qu'on a développées au courant des dernières années à la direction d'expertise hydrique. Pourquoi? C'est pour mettre en contexte un peu de quels outils on possède déjà. Puis, dans le fond, oui, il y a des aspects nouveaux, mais aussi beaucoup d'utilisation des outils qu'on a. On va tous les utiliser, on va les mettre en commun, puis on va bâtir quelque chose d'homogène et de cohérent. Donc, je commence avec la classe hydroclimatique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la classe, c'est un outil qui présente les connaissances, qui décrit l'impact attendu des changements climatiques sur le régime hydrique. On y analyse le signal de changement sur la base d'indicateurs hydrologiques. Donc, c'est des expressions mathématiques qui quantifient une composante du régime hydrique. Donc, par exemple, les d'étiage, les crues. On évalue un peu les tendances futures. On a eu plusieurs versions. On est à la version 2018 présentement, qui est en ligne sur le site internet de la présenté à l'écran. Puis pour cette classe hydroclimatique 2018, on analyse 1500 tronçons de rivières pour lesquels on a simulé 4 périodes de temps. Donc, une période de référence et 3 périodes en climat futur. Pour la phase 2020, qui est en construction présentement, on vise à 5 fois le nombre de tronçons. On va densifier notre réseau. Ce qu'on a aussi comme expertise à la direction, c'est la prévision hydrologique. Donc, on prévoit les débits pour les 3 à 5 prochains jours sur plusieurs points du réseau hydrographique, principalement des sites où on a des stations hydrométriques. Donc, sur l'image d'eau, vous voyez les petits points noirs, c'est pas très gros, mais c'est l'endroit où on fait des prévisions. Puis, ça couvre les bassins versants qui sont de couleur là, sur la carte. Donc, pour les couleurs, le bleu, c'est qu'on a 2 clients. On a la prévision pour le compte du ministère de la Sécurité publique. C'est les points en bleu. On fait ça depuis 2011. Puis, depuis 1996, on fait de la prévision pour la gestion des barrages publics. Donc, c'est les points en jaune. Puis, vous voyez sur l'image en dessous, c'est le résultat des hydrogrammes prévisionnels qu'on diffuse sur le site Internet du gouvernement, mais aussi sur le site Vigilance. Donc, c'est une information qui est très utile et importante au niveau la coordination des interventions lorsqu'il y a des inondations. Mais on se rend compte quand même que ça ne permet pas de savoir où l'eau va aller, dans quel secteur va être inondé dans les prochaines heures, prochains jours. On ne sait pas non plus le niveau d'eau que ça va atteindre sur le territoire. Puis ben, aussi, on en a quand même beaucoup. On a plus d'une centaine de points de prévision, mais ça ne couvre pas l'ensemble du territoire pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite, pour les 5 prochaines années? C'est de couvrir une grande partie du Québec avec des cartes d'aménagement du territoire, donc des cartes réglementaires, puis aussi de la prévision. On va bonifier notre nombre de sites de prévision de débit, puis on va passer d'une prévision de débit à une prévision de niveau d'eau, donc en superficie, en carte de superficie inondée dans les prochains jours. Puis par le passé, on avait l'habitude de travailler par petits secteurs, petits tronçons, notamment au niveau de la cartographie réglementaire. Je l'ai juste ici là, par les petits points verts. Dans le fond, c'est les sites où on travaillait par le passé, surtout aux endroits très vulnérables, aux endroits où il y avait de la population. Là, pour une question d'augmenter la cohérence et l'uniformité, on va avoir des problèmes à l'échelle du bassin. Bien évidemment, on n'aura pas la même précision partout sur le territoire parce que ça demanderait beaucoup de données terrain et des années de récolte de données. Donc, on va travailler à des précisions différentes, dépendamment si on est dans des zones très vulnérables, très urbaines, ou dans des secteurs plus bas. Comment on va répartir le travail là, au cours des prochaines années? On a séparé le projet en 2 sur l'échelle du temps. Donc, on a un premier 18 mois qui est un projet pilote, pour lequel on va tester l'ensemble de nos méthodologies. On va monter nos devis qui vont permettre après ça
nous faire accompagner et nous faire aider par des consultants. Puis, à l'intérieur de ce projet pilote-là, on va traiter un bassin versant, un bassin laboratoire. On va faire de A à Z toutes nos méthodes dessus. On a choisi le bassin versant de la rivière Jacques-Cartier, tout près de Québec. Après ça, à partir de septembre 2019, on va se déployer sur le territoire quand nos méthodes vont être bien définies et testées. C'est sûr qu'on ne pourra pas se déployer tout en même temps sur tout le territoire. On va commencer un bassin à la fois. Puis le premier 18 mois va servir il va y avoir un travail de priorisation qui va être fait. Donc, on va commencer avec les bassins les plus vulnérables. Donc, on a un gros travail de priorisation puis d'ordonnancement de bassins versants. Donc, sur la base de leur vulnérabilité, on va travailler là-dessus au courant des prochains mois. Sinon, ici, on a une grosse partie de collaboration. On met en place des collaborations pendant le premier 18 mois. Collaboration, je vais les présenter plus tard, mais il y a des gestions de barrage, des gestionnaires de barrage, beaucoup de ministères aussi, parce qu'il y a énormément d'initiatives. C'est important pour nous de travailler en équipe, travailler ensemble et non en dédoublement d'informations, dédoublement de projets. Donc, c'est énergivore en temps de voir toutes les initiatives et d'essayer de s'armer, mais ça vaut la peine pour éviter justement d'avoir des informations qui ne sont pas cohérentes. Au final, là, quand on va venir le temps de diffuser à la population. Une autre chose qui est quand même importante, c'est que le ministère a eu le mandat dans les prochaines années de revoir la politique de protection des rives du littoral et de la plaine inondable, qui balise en quelque sorte le développement là, en rive. Donc, c'est sûr qu'on va devoir suivre de très près ce projet-là et de collaborer avec la direction qui a ce mandat-là pour, au final, sortir, quand on va arriver à sortir des cartes de zone inondable et qu'on puisse soit conforme à la nouvelle politique. Je liste ici quelques tâches. C'est quelques tâches, mais il y en a énormément. Je n'ai pas nommé là-dedans, mais il y a beaucoup de modélisation hydrologique pour avoir des débits et des prévisions de débits un peu partout sur le territoire. Il y a de la modélisation hydrodynamique aussi pour passer d'une prévision de débit à un niveau d'eau, puis aussi à faire la cartographie réglementaire. Sinon, on a beaucoup de travail au niveau de la consultation des usagers, parce qu'on ne veut pas que les outils ou les résultats qui sortent de l'INFOCRU soient mis sur les tablettes. On veut que les gens soient capables d'utiliser, puis qu'ils l'utilisent de façon adéquate, qu'ils comprennent bien tout ce qui rentre en ligne de compte, l'incertitude, puis la précision des résultats. Sinon, il y a le travail de priorisation des bassins versants. À l'intérieur des bassins versants aussi, tantôt je l'ai mentionné, on va travailler à définir des précisions. Puis dans le fond, on a déjà passé l'ensemble des bassins versants en détail, puis on s'est attardé à savoir est-ce qu'il y a des infrastructures vulnérables, est-ce que c'est des zones urbaines, est-ce qu'il y a un potentiel de développement. Donc, ces secteurs-là vont être priorisés en haute résolution, donc avec une bonne précision. Tandis que quand on arrive dans des zones plus boisées, avec peu de population ou pas de population, mais la précision va être moins grande, on va avoir moins besoin d'aller chercher la donnée. On prévoit, pour répondre justement aux besoins de précision, installer une nouvelle station hydrométrique à plusieurs endroits sur le territoire. Donc, ça va être quand même beaucoup de prospection à faire, puis d'installation. On va développer aussi de la prévision hydrologique pour des sites non jaugés, parce que l'on en fait présentement sur des sites où il y a des stations de débit. On ne pourra pas mettre des stations partout, donc on essaie de développer notre méthodologie pour des cours d'eau non jaugés. On travaille aussi à faire de la modélisation hydrodynamique à large échelle, donc on est en partenariat avec l'Université Concordia qui, depuis quelques années, travaille son expertise sur la modélisation à large échelle. Donc, elle va nous aider à réaliser ça. Puis aussi, on va travailler à l'amélioration de l'évaluation des impacts des changements climatiques sur les extrêmes de flux pour pouvoir intégrer les changements climatiques sur nos cartes de zone non. C'est vraiment ma dernière diapo, j'ai fait ça vite. Donc, plusieurs partenariats ensemble des ministères collaborent beaucoup, on se réunit quand même souvent, il y a des comités de liaison qui ont été faits, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives depuis l'inondation de 2017. Donc, MST, MRN, on collabore beaucoup pour la diffusion des données, et aussi le partage d'informations. MRN a du bilan sur une grosse partie du territoire, donc on partage l'information. Les ministères des Affaires municipales ont quand même donné des subventions à l'automne dernier, au
printemps dernier à 8 municipalités MRC pour les soutenir dans la détermination de leur zone mondiale. On va pouvoir s'aligner beaucoup avec eux puis collaborer pour rassembler l'information, que ça soit cohérent avec nos produits et qu'on puisse les intégrer dans l'entreprise. Maintenant, je vais y revenir parce que c'est quand même un des plus gros partenariats avec les grands gestionnaires de barrages. C'est sûr que si on veut prévoir des débits en aval des barrages pour connaître leur soutirage, on veut une grosse collaboration à l'OBDQ, ODB, à d'autres pays, d'autres provinces qui sont dans les mêmes projets que nous, avec qui on a des discussions. Puis au Rwanda, qui a eu notre grand partenaire qui a eu une somme substantielle pour nous soutenir dans ce projet-là. Puis dans le fond, c'est notre entrée dans le réseau de la recherche. Donc, on va passer par eux pour collaborer avec les chercheurs. Et on va nous soutenir selon plusieurs actions. Donc, la priorisation sur notre dossier-là pour nous aider à bâtir une méthodologie robuste pour arriver avec une priorisation qui est objective. Ils vont nous aider aussi à documenter les flux qui s'en viennent. Donc, comment maintenant, à partir de maintenant, on peut améliorer nos connaissances lorsque des événements. Ils vont aussi nous soutenir au niveau de plusieurs projets de recherche. Puis, une valorisation d'outils aussi nous aide beaucoup au niveau de la clientèle et des usagers pour se concerter. Puis aussi au niveau de toutes les initiatives qui sont présentement en cours, participent beaucoup et collaborent pour essayer de réunir tout le monde autour de la table pour qu'on puisse se parler et travailler ensemble. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je trouve ça drôle qu'on ait dit que j'allais avoir une nouvelle approche pour présenter. Moi, je me sens très privilégié d'être ici ce soir. En fait, j'ai peut-être un problème de me sentir imposteur dans ce genre d'événement parfois parce que j'ai l'impression de tirer beaucoup de ma légitimité par la pratique en fait, que je viens un peu vous présenter. S'il y a un mot que je vous invite à garder à l'esprit, c'est celui d'interaction. Je crois que c'est fondamental à une communauté de pratique, notamment, car je juge qu'on apprend toujours seul, on doit toujours faire un effort pour soi-même améliorer ses connaissances, mais on n'apprend jamais sans les autres. Là, je vois certains professeurs ici, je suis sûr que vous êtes conscients un peu de cette réalité-là. Donc, moi j'avais compris qu'on nous questionnait sur qu'est-ce qu'une ville résiliente, un peu notre regard sur la chose. Ça marche. Donc, pour moi, la ville résiliente, ce serait une ville là, qui est un lieu en fait de gestion intégrée de l'eau par le bassin versant. Sans surprise, je travaille pour le regroupement des organismes de bassin versant, ainsi que pour un organisme de bassin en particulier, celui de la rivière Sainte-Anne dans Port-Neuf. Ce que vous voyez ici, c'est l'inondation qui a eu lieu à Saint-Raymond en 2014, Saint-Raymond, municipalité de Port-Neuf où j'habitais. Et je trouvais que ça représentait en quelque sorte une certaine forme de résilience au sens où, malgré le fait que les rues soient inondées, il semble y avoir une certaine quiétude. Je vous garantis que ce n'était pas tout à fait le cas, par contre, là, la nuit précédente. Donc, je crois fondamentalement que la ville résiliente, ce serait une ville qui est à faire, en fait, qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais pour laquelle on peut voir plusieurs expérimentations un peu partout au Québec. Je pense que c'est en accord un peu avec les principes de la gestion intégrée de l'eau, une ville qui embrasse l'incertitude et la complexité qui nous entoure, la complexité des phénomènes, des changements climatiques, pour ne pas nommer ceux-là, dans toute une approche écosystémique, en particulier de la gestion de l'eau. Je crois que c'est aussi une ville, un milieu social qui est à même de chevaucher les frontières, en quelque sorte, qui ne se referme pas sur elle-même, qui est capable d'aller auprès d'interpeller des acteurs qui ne sont pas seulement la MRC, mais également passer aux différents ministères de cogner autant à la porte du ministère de l'Environnement aux besoins qu'à la porte du MSP, du ministère de la Sécurité publique. C'est aussi, selon moi, une ville qui est à même d'explorer des nouvelles techniques ou même voir des nouvelles formes de collaboration, d'inclure, d'intégrer les citoyens dans la prise de décision. Là, donc, tout ce qui est participation citoyenne, je crois que c'est ce qui composerait une ville résiliente. Et aussi là, de mettre en place tout ce qui est des
des structures de concertation là, locales, voire des processus collaboratifs de prise de décision. Vraiment d'être capable de non seulement être dans une approche linéaire pour régler un problème, mais également d'apporter à l'ensemble des acteurs de la communauté une information là, pour soutenir en appui à la prise de décision. Donc, si c'est un peu ce modèle-là de ville qu'on souhaite avoir, à même notamment de composer avec la variabilité climatique actuelle et future, ben, pour faire avancer, selon nous, ce champ de pratique-là, ce qu'on a besoin, c'est une communauté de pratique dans notre réseau. Basée essentiellement là, sur l'idée de transfert de connaissances et de partage d'expériences pour permettre là, à l'ensemble des acteurs de partager un même univers de connaissances, d'avoir une culture similaire. Je voyais tantôt Audrey, tu présentais que vous collaborez avec le ROVQ, les ODV, qui a amené jusqu'à présent souvent une façon que plusieurs projets prennent pour faire percoler toute la connaissance qui a pu se produire dans les universités, la faire percoler. Puis de plus en plus, ce qu'on voit, nous, dans notre pratique, c'est que les chercheurs vont s'intéresser aussi au retour de l'utilisation des outils. Je pense aussi à la classe de vulnérabilité qui va être présentée là, sous peu dans le cadre des webinaires de la résilience. C'est non seulement un moment de présenter la recherche, mais d'avoir aussi là, le retour des gens qui l'utilisent sur le terrain. Donc, les avantages que nous, on voyait de ça, comme regroupement des organismes de bassin versant, de mettre en place une communauté de pratique, c'était de sortir de l'isolement, entre autres les 40 chargés de projet qui, à travers le Québec, dans leurs organismes, travaillent jour après jour à mettre en œuvre la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, sans aucune autorité, en pouvant se baser sur la bonne volonté des acteurs locaux. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de les sortir de leur raisonnement, les rendre plus efficaces dans leur façon d'aborder les municipalités, de traiter la question des changements climatiques. Il y a eu plusieurs initiatives là, qui ont généré ce qu'on peut appeler des données probantes. La classe hydroclimatique, c'est une chose de rendre accessible, c'en est une autre de s'assurer que les personnes sur le terrain soient à même de se l'approprient et soient à même d'en faire une utilisation judicieuse. Donc, notre projet, c'est un projet qui est né de cette idée de communauté de pratique-là, la résilience, qui vise à créer une communauté de pratique en adaptation au changement climatique. On cible non seulement les organismes de bassin versant, mais plus particulièrement les petites et moyennes municipalités. Ce qu'on souhaite voir, c'est surtout des collaborations entre les organismes de bassin versant, qu'on peut dire régionaux, et les petites et moyennes municipalités qui n'ont pas nécessairement là, les ressources, là, comme c'est trop souvent dit, pour aborder ces enjeux-là d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, on a utilisé 3 stratégies. Ça fait déjà 2 ans que le projet est en œuvre. La première stratégie, c'était de créer un noyau de communauté leader. Au Québec, on a financé 8, très marginalement, des activités de 8 organismes de bassin versant qui accompagnent là, 17 municipalités dans l'élaboration d'un plan d'adaptation ou de résilience. On ne s'enfarge pas sur les détails conceptuels, on laisse le soin là, aux communautés dans une approche ascendante de juger du langage qui va bien se doter. Donc aujourd'hui, 2 ans après le projet, là, il y a désormais 17 municipalités de plus, de petites et moyennes tailles, qui ont des plans d'adaptation et qui travaillent cette année à mettre en œuvre différentes mesures. Parfois, les organismes de bassin versant vont avoir des expertises plus à même d'intervenir sur des mesures non structurelles et parfois, ils vont accompagner les municipalités dans leur recherche de financement pour mettre en œuvre des mesures structurelles ou encore aller chercher l'expertise nécessaire. On a aussi là, travaillé au développement d'outils, autant de planification de l'adaptation que des outils de partage d'expérience et de transfert de connaissances. On a mis en place des capsules vidéo, qu'on appelle un café avec une experte, là, qui donne la place aux femmes anciennes pour communiquer le résultat de recherche relativement à l'adaptation au changement climatique. On a mis en place un podcast, on a une série de webinaires, on a des web rencontres là, réservées aux chargés de projet qui se trouvent
affectés sur le dossier de l'adaptation, qui se trouve autant dans les municipalités locales, les MRC, que les OPV. Donc, puis avec eux, on va étudier des éléments plus techniques, d'établir un plan de travail, quelles sont les bases de données que je peux utiliser pour faire un plan d'adaptation, etc. Et finalement, le dernier objectif, c'est d'élargir notre communauté de pratique. Pour ça, on développe des partenariats autant avec des chercheurs, les producteurs de connaissances, que des municipalités, pour voir ce que cette connaissance-là soit appliquée sur le terrain. On a démarré, je vous disais, avec 8 organismes de bassin versant et 17 municipalités. On en est désormais sans financement supplémentaire à 11 organismes de bassin versant, 28 municipalités dans le projet. Puis moi, ce que j'observe beaucoup, c'est on se demande toujours c'est quoi l'impact. Ben, moi, je me demande c'est quoi l'impact d'un projet aussi abstrait. Quels sont les changements significatifs que ce projet-là a pu contribuer à apporter. Récemment, je discutais avec la programmation d'une prochaine formation qu'on offre à chaque année à la communauté de pratique, avec les organismes qui la composent. Quel contenu qu'on pourrait vous présenter, quels seraient vos besoins de connaissances, puis ils m'ont dit je ne suis pas tout à fait à même de dire quoi, mais je ne veux plus entendre parler de la classe hydroclimatique. Ce que je juge être une bonne nouvelle, parce que c'était une boîte noire pour plusieurs organismes pendant longtemps, puis là je sens que c'est de multiplier les webinaires, les formations, les rencontres personnalisées entre, je pense à Simon Picard notamment, puis un organisme en particulier, pour ne pas le nommer, mais qu'on est à même ils ont été à même de vraiment aller au bout de la chose et de se l'approprier. Ça, c'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres à vous dire. Dans ce qui est à venir pour nous, ben, c'est notre 3e et dernière année. On organise là, le 4 et 5 juin prochain le Grand Forum des communautés résilientes, parce que la résilience, c'est oui une communauté de pratique, mais il n'y a pas que nous qui travaillons à appliquer, à faire en sorte de rendre des communautés plus résilientes. On pense à Uranus, il y a le projet Résilience côtière, les Premières Nations aussi, avec les BNQL, qui ont eu plein d'initiatives sur la question de l'adaptation de la résilience. Donc, c'est avec tous ces groupes-là qu'on cherche à renforcer. Notre intention, finalement, c'est de renforcer les capacités de collaboration là, du milieu avec les acteurs de la résilience et de l'adaptation. Donc, je crois que j'ai vraiment utilisé un autre modèle de présentation, mais ça fait un tour pour moi. Yes. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. C'est la première fois qu'on va présenter en fait, le réseau, qu'on va en parler en public. On a eu la réponse du FRQ récemment. Et puis là, on est encore en train de faire le montage, les différents comités, tout ça ne sont pas encore formés. Donc, c'est vraiment le temps de s'impliquer dans ce réseau-là, qui, vous allez voir, c'est un réseau qui a une vision très très large. Donc, RISC, c'est pour Réseau Inondation Intersectoriel du Québec. Intersectoriel parce qu'il inclut vraiment tout ce qui est sciences, nature, technologie, mais aussi sciences sociales et sciences de la santé. Donc, il est financé par l'FRQ, et l'FRQ dans le sens large, donc les 3 axes. Et donc, l'FRQ nous donne 500 000 par année, mais on s'entend bien que c'est pas ça qui va financer tous les projets, toutes les activités qu'on veut faire. Donc, on utilise ça comme effet de levier pour aller chercher de l'argent ailleurs. Uranus a déjà commis du financement qui est très intéressant aussi dans le projet et des contributions en nature également. On a également d'autres implications, d'autres organismes. Donc, on a vraiment une responsabilité maintenant d'aller chercher cet effet de levier et puis d'aller chercher les fonds pour être au niveau de l'aspiration de ce réseau-là. Le réseau implique 16 universités, en fait toutes les universités du Québec, à part Deschamps qui n'est pas vraiment actif dans ce domaine-là. 122 chercheurs, et puis il y a de la place, les gens peuvent s'inscrire dans le réseau. Les 122, c'est ceux qui étaient dans la demande qu'on a faite au FRQ, mais
Mais là que le réseau est accepté, bien sûr, le réseau est ouvert pour tous les chercheurs qui veulent s'impliquer. Et puis 40 partenaires de l'extérieur. Donc, avec l'introduction, tout ce qui a été dit déjà par les collègues au niveau de problématiques d'inondation, l'adaptation au changement climatique et tout, je n'ai pas besoin de trop parler de ça. Donc, la mission du réseau, c'est mieux protéger la communauté, les infrastructures contre les effets des inondations dans un cadre de changement climatique. Donc, l'aspect changement climatique est vraiment important. On n'est pas en train de faire juste un constat au niveau historique, modélisation de ce qui s'est passé. On a besoin de faire ça. On ne peut pas avancer sans comprendre ce qui a été fait avant. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'aller regarder à long terme comment les choses vont évoluer et puis d'être proactif et de prendre des actions avant que l'aléa arrive, donc d'anticiper ce qui va s'en venir et de se préparer. Donc le réseau favorise un maillage entre le milieu académique et la société civile. On va voir qu'on a tout genre d'organismes au niveau gouvernemental, privé, non gouvernemental, diplomatique et tout ça, qui sont impliqués dans le réseau. Pratiquement tous les intervenants qui s'intéressent à ce sujet-là. On n'est pas un réseau qui va faire de la recherche dans le sens CHMG, par exemple. C'est vraiment de la recherche qui est très appliquée. On veut travailler directement avec les intervenants, avec les différents organismes pour développer des solutions pratiques et implémentables et puis faire le suivi de l'implémentation de ces solutions-là et les adapter. Donc, ce n'est pas de la recherche théorique, c'est vraiment un réseau qui est très appliqué. Ok, je vais avancer. La vision, c'est que le risque doit être un réseau inter-établissement, comme on a vu, on a déjà pratiquement toutes les universités du Québec, intermilieu et intersectoriel. Intermilieu dans le sens où ce n'est pas un réseau académique seulement, on a toutes les autres milieux qui sont représentés, et intersectoriel parce que ce n'est pas juste au niveau de mobilisation de risques naturels ou des aspects génie, c'est vraiment, on s'intéresse à une gamme de problématiques. Quand on regarde l'aspect santé, au-delà des problématiques qu'on regarde déjà, bon, s'il y a des inondations, il y a de l'eau qui stagne, il y a des problématiques de moustiques, de virus du Nil et tout ça. Mais au-delà, c'est quoi l'impact sur la population, l'aspect psychique? Il y a des articles qui ont montré un impact à très long terme sur les enfants qui sont nés durant cette période-là, les femmes enceintes durant des inondations. Il y a énormément d'impacts qui doivent être regardés. Et puis, on se veut vraiment intersectoriel dans le sens où on va intégrer tous les éléments ensemble. Donc, quand on parle de résilience, ce n'est pas juste la résilience d'une ville ou la résilience d'une communauté, c'est la résilience de l'environnement aussi. D'accord? Donc, on se veut vraiment avec une vision assez large. Les objectifs principaux contribuent au développement de la recherche intersectorielle et puis faire un croisement des connaissances, tant au niveau des domaines, mais aussi au niveau des origines de la recherche. On va voir qu'on a déjà commencé à développer un réseau international qui est assez large. Et puis apporter des réponses concrètes et les implémenter et faire le suivi après. Donc, une vision qui est pratico-pratique, en fait. Donc, les axes, il y a 5 axes. Je vais passer très rapidement à travers. Donc, le premier, c'est la modélisation des facteurs de risque. Donc, les aléas naturels, la résilience, la vulnérabilité. Mais cet axe-là est plus descriptif, si vous voulez. C'est vraiment de comprendre l'état de nos systèmes, la vulnérabilité de nos systèmes. Dans l'axe 2, on regarde l'aspect gouvernance, l'aspect législation, l'aspect gestion. L'axe 3 traite des impacts. Donc, j'ai parlé d'impacts psychosociaux, mais ce n'est qu'un exemple de ça. Il y a des impacts au niveau sanitaire, au niveau différentes
différents types d'impact économique et tout. L'axe 4 traite de comment réduire maintenant le risque. On a modélisé le risque, l'aléa, la vulnérabilité dans l'axe 1. Maintenant, l'intérêt est de transformer ces risques-là, de réduire la vulnérabilité. Et dans l'axe 5, c'est vraiment l'aspect gestion, l'aspect adaptation. Donc, c'est un cadre qui englobe tout ce qu'on a fait avant, mais il y a aussi l'aspect communication de ces risques-là. Communication aux individus, aux communautés. Donc, il y a un aspect diffusion qui devient important dans l'axe 4. Donc, il y a ces 5 axes-là, mais on a 5 disciplines qui sont aussi présentes, et il y a un croisement entre les disciplines et les axes. Les disciplines, on parle de tout ce qui est nature, technologie, santé, tout ce qui est social, économie, politique et tout ça. Donc, les différentes disciplines sont présentes dans chacun des axes. Donc, il y a vraiment un croisement qui doit être présent à tous les niveaux. La gouvernance, le schéma semble un peu compliqué. En fait, la gouvernance, on la veut vraiment transparente et très simple. Donc, il y a un comité de direction, bien sûr, qui implique des représentants des différents intervenants, des différents partenaires. Il y a un comité scientifique. Le comité scientifique, c'est celui qui va évaluer le travail scientifique, qui va approuver les projets qui vont être financés, qui va évaluer les rapports et tout ça. Un comité aviseur externe composé d'experts internationaux et du Québec et du Canada également. Ça, c'est le comité aviseur qui va aviser globalement le réseau dans les directions à prendre. Le comité de gestion est composé de 7 personnes. C'est les mules qui portent tout le poids sur une base régulière à tous les jours. Donc, moi, je suis le co-PI de la demande. Il y a un PI de Philippe Gachand de l'UQAM, puis il y a 3 co-PI qui représentent les secteurs nature, technologie, santé et société. Moi, je suis le co-PI qui est responsable de tout ce qui est nature, technologie. Et donc, le comité de gestion, c'est celui qui va régler les choses à tous les jours. Comme là, je suis présent, c'est un honneur pour moi. On m'a dit, bon, il y a cette table ronde, et puis j'ai sauté à l'occasion. Et puis, il y a un comité interne à l'UQAM d'implémentation, parce que bon, la gestion financière et tout ça du projet, le réseau se fait à l'UQAM. Donc, les comités ne sont pas formés encore. Donc, on est encore en train de travailler avec les collègues, les directeurs des axes, des disciplines et tout ça, qui représentent toutes les universités. On est encore en train de travailler sur la formation de ces comités-là. Donc, il y a plein de places pour intervenir ceux qui veulent être présents dans le réseau. Donc, très rapidement, les partenaires, les 16 universités, mais j'ai donné une petite liste très rapide des exemples de partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux. Donc, Ouranos, les ministères provinciaux, ministères au niveau fédéral, différents instituts, il y a la SPECU par exemple, tout ce qui est relié à la santé publique, différentes associations, Sécurité civile du Québec, des organismes comme la OVQ, les municipalités, différentes fédérations et puis des organismes non lucratifs également, des organismes non gouvernementaux, Croix-Rouge, Armée du Salut et tout. Le positionnement, c'est la dernière acétate. Le positionnement international, donc le réseau reçoit déjà pas mal d'attention au niveau international. On a déjà établi des liens et on reçoit des demandes de différents organismes pour s'impliquer dans le réseau. Donc des Nations Unies, l'UNESCO, différentes universités, l'Université de Stuttgart, l'Université catholique de Louvain, UKCIP, ça c'est le United Kingdom Climate Impacts Programme, à Oxford. Donc il y a déjà pas mal qui se fait, et puis on ne fait que commencer, on n'a pas commencé encore les activités de recherche, on n'a pas alloué un seul projet encore, donc on est en train de former les comités. Donc on veut vraiment établir un lien qui est très fonctionnel avec les différents réseaux qui existent, avec son trou bien sûr, Réseau Québec Maritime et tout, avec les différents organismes qui sont actifs dans le domaine. On veut vraiment que ce soit une expérience d'arrimage de toutes les connaissances et que tout le monde travaille ensemble pour apporter quelque chose d'utile à la société.